Chers confrères, permettez-moi de vous présenter le cours d'aujourd'hui portant sur les recommandations ESC 2022 sur l'évaluation cardiovasculaire avant la chirurgie non cardiaque. Le plan du cours comprend l'introduction, les points forts de ces guidelines, l'évaluation des risques cliniques, les outils d'évaluation préopératoire, les stratégies générales de réduction du risque, ainsi que les principales situations spécifiques. Parmi les 4 recommandations présentées au congrès 2022 de l'European Society of Cardiology, les plus utiles en cardiologie générale sont assurément celles sur l'évaluation cardiologique des patients devant bénéficier d'une chirurgie non cardiaque. Très attendu, ces recommandations viennent actualiser. Très attendu, ces recommandations viennent actualiser la version précédente de 2014 en répondant à une problématique fréquemment rencontrée en pratique clinique, afin d'aider les professionnels de santé à proposer les meilleures stratégies de prise en charge, diminuant ainsi la morbimortalité périopératoire. Les points forts de ces guidelines sont représentés par une attention particulière accordée à la stratification du risque, la prescription d'assez peu d'examens paracliniques à titre systématique, la gestion du traitement antithrombotique est bien détaillée, une place accrue accordée aux biomarqueurs cardiaques, introduction d'une nouvelle section sur la thrombophylaxie périopératoire. Passons à l'évaluation des risques cliniques. L'évaluation de risque de morbimortalité cardiovasculaire périopératoire dépend à la fois des risques liés aux patients et des risques liés à la chirurgie. Le risque lié à la chirurgie est expliqué par une augmentation de taux de cortisol et de catécholamine en réponse au stress induit par les lésions tissulaires et l'inflammation, par les modifications de la température corporelle et par l'hypotension artérielle induite par l'hypovolémie et la perte sanguine, et également par un état prothrombotique consécutif à l'activation des processus de coagulation. Ce risque lié à la chirurgie dépend du type de la chirurgie, sa durée, l'urgence de la procédure, ainsi que des types d'anesthésie et des médicaments anesthésiques. Ainsi, les interventions chirurgicales sont classées en fonction du risque de complications cardiovasculaires en 3 catégories. Les opérations à faible risque, comme la chirurgie mammaire, dentaire, thyroïdienne, les opérations à risque intermédiaire, telles la chirurgie carotide de la tête et du cou et la transplantation rénale, et enfin les chirurgies à haut risque cardiovasculaire, notamment la chirurgie aortique et vasculaire, la revascularisation de l'artère carotide symptomatique par stent, la résection hépatique. Cette classification en 3 niveaux de risque est relativement la même par rapport à celle de 2014. Mis à part la chirurgie carotidienne qui n'est plus considérée à faible risque et dont le risque global est revu à la hausse. Abordons maintenant le risque lié au patient, qui est déterminé par l'âge du patient, la présence ou non de facteurs de risque cardiovasculaire ou de maladies cardiovasculaires établies, ainsi que la présence de comorbidités. L'estimation du risque lié aux patients a notablement évolué par rapport aux recommandations de 2014. Ces nouvelles guidelines introduisent un nouveau algorithme décisionnel central pour l'évaluation des risques liés aux patients. La prise en charge des patients avant une chirurgie non cardiaque prend en compte le délai de réalisation de l'intervention. Concernant les interventions urgentes, les tests cardiaques sont non faisables. Pour les chirurgies sensibles au temps, qui doivent être effectuées dès que possible, l'évaluation cardiaque individualisée est réalisée par une décision multidisciplinaire. Et enfin, pour les patients qui sont candidats à des chirurgies électives, c'est-à-dire des chirurgies non urgentes, il est recommandé en classe 1 que tous les patients soient évalués par une anamnèse, un examen clinique précis et également par la réalisation des tests biologiques centrales. Et si le temps le permet, il est recommandé d'optimiser le traitement médical des maladies cardiovasculaires et des facteurs de risque cardiovasculaire avant la chirurgie non cardiaque. Et ici, pour la première fois, ces lignes directrices recommandent l'arrêt du tabac, au moins 4 semaines avant l'intervention, comme stratégie de réduction de risque. Par la suite, les patients sont stratifiés en 3 catégories, selon l'âge et la présence ou non de facteurs de risque cardiovasculaire et de maladies cardiovasculaires. À noter que pour la première fois, les experts introduisent un âge seuil de 65 ans, à partir duquel les examens complémentaires sont à réaliser avant une opération à risque intermédiaire ou haut. Chez les patients de moins de 65 ans, sans maladie cardiovasculaire ni facteur de risque, un ECG et biomarqueurs cardiaques doivent être discutés uniquement après 45 ans et en cas de chirurgie à risque élevé. Quant aux patients de plus de 65 ans ou les patients avec facteur de risque cardiovasculaire,
ou maladie cardiovasculaire établie, il est recommandé de réaliser un ECG et des biomarqueurs cardiaques, ainsi que la capacité fonctionnelle avant les chirurgies à risque intermédiaire ou haut, avec abstinence pour les chirurgies à bas risque. Une exception chez les patients avec histoire familiale de cardiomyopathie génétique, chez qui il est recommandé de réaliser un ECG, une ETT avant la chirurgie, quel que soit l'âge du patient. Toujours dans le cadre des risques liés aux patients, ces guidelines introduisent de nouvelles recommandations pratiques. Pour les patients chez eux, on découvre au cours de l'évaluation préopératoire un souffle, des douleurs thoraciques, une dyspnée ou un œdème périphérique. Chez les patients avec un nouveau souffle cardiaque associé à des symptômes de maladie cardiovasculaire, l'échocardiographie transthoracique est recommandée en classe 1 avant la chirurgie non cardiaque. Quant aux patients présentant un nouveau souffle cardiaque, mais sans signe ou symptômes de maladie cardiovasculaire, une échocardiographie doit être considérée pour les chirurgies non cardiaques à risque modéré ou élevé. En cas de découverte de douleurs thoraciques avant une chirurgie programmée, il est recommandé d'avoir recours à un bilan diagnostique supplémentaire selon l'algorithme diagnostique de la maladie coronaire. Si la chirurgie est urgente, une évaluation multidisciplinaire est recommandée pour choisir le traitement présentant le risque total le plus faible pour le patient. En cas de découverte d'une dyspnée ou d'un œdème périphérique, un ECG et un dosage NT-proBNP sont recommandés. En cas d'élévation de NT-proBNP, une ETT est recommandée. Après l'évaluation des risques cliniques, ces guidelines mettent l'accent sur les différents outils d'évaluation préopératoire. Commençons par les scores de risque. Le groupe de travail de ces guidelines décide de ne pas recommander un score de risque spécifique pour stratifier le risque des patients. Cependant, les auteurs se réfèrent régulièrement au Revised Cardiac Risk Index ou index de Lee, comprenant comme item la chirurgie à haut risque, la cardiopathie ischémique, l'insuffisance cardiaque congestive, la maladie cérébrovasculaire, le diabète insulinodépendant et l'insuffisance rénale. Après les patients, mais de l'autre côté, il y en a 3 qui sont venus. Après les scores de risque, la quantification de la capacité fonctionnelle occupe une place cruciale. Son estimation basée sur les capacités de monter 2 étages d'escalier est toujours présente et recommandée en cas de chirurgie à risque intermédiaire ou élevé. L'ECG à 12 dérivations est un outil simple et disponible qui est recommandé chez les patients âgés de plus de 65 ans ou avec une maladie cardiovasculaire établie ou avec des facteurs de risque cardiovasculaire devant subir une intervention chirurgicale à risque intermédiaire ou élevé, ou devant des symptômes évocateurs de troubles cardiaques, notamment la dyspnée et l'œdème périphérique. Toujours dans les outils d'évaluation préopératoire, les biomarqueurs ont occupé une place primordiale dans ces nouvelles guidelines, avec une recommandation classe 1 pour les troponines ultrasensibles chez les patients de plus de 65 ans ou avec maladie cardiovasculaire établie ou facteurs de risque cardiovasculaire avant les chirurgies à risque intermédiaire ou haut. Parmi les principales nouveautés, c'est le contrôle de troponine à 24 heures et à 48 heures. Dans le cadre de l'intérêt des biomarqueurs, dans l'évaluation préopératoire, les recommandations de l'ESC 2022 proposent une approche en 3 étapes chez les patients devant subir une chirurgie à risque intermédiaire ou élevé. L'évaluation des risques est complétée par un ECG et des troponines avant l'intervention chirurgicale, une troponine à 24 heures et à 48 heures post-opératoire. Une augmentation de la concentration de troponine au-delà de la limite supérieure de la normale, le premier et le deuxième jour après la chirurgie, par rapport au niveau préopératoire, est définie comme lésion ou infarctus périopératoire du myocarde, dont la détection doit déclencher une évaluation clinique détaillée, un ECG et une échocardiographie transthoracique. Ce grand intérêt donné aux biomarqueurs cardiaques repose sur le résultat de plusieurs grandes études prospectives qui ont montré une valeur pronostique élevée de troponine pour les complications cardiaques périopératoires. Dans une étude prospective internationale de près de 1000 sujets subissant une chirurgie non cardiaque majeure, les résultats de cette étude montrent que les patients présentant des concentrations de troponine inférieures à 14 nanogrammes par litre présentaient une mortalité hospitalière de 1,2%, qui est significativement plus basse que la mortalité chez les patients avec un taux de troponine supérieur à 14 nanogrammes par litre qui atteint les 6,9%. À côté de la capacité fonctionnelle de l'ECG et des biomarqueurs, viennent l'échocardiographie transthoracique.
de repos qui occupe une place axiale, une ETT est recommandée en classe 1 chez les patients avec une capacité fonctionnelle abaissée et ou une élévation de NT-proBNP, BNP. Aussi, un souffle cardiaque de nouveau a été détecté avant une chirurgie à haut risque. Une ETT doit également être envisagée en cas de suspicion de maladie cardiovasculaire ou de signes ou symptômes inexpliqués avant une chirurgie à haut risque. Et avec un niveau de recommandation plus faible, une ETT peut être envisagée en cas de capacité fonctionnelle abaissée, de CG anormal, d'élévation de NT-proBNP ou en présence d'au moins un facteur de risque clinique du Revised Cardiac Risk Index que j'ai précédemment cité avant une chirurgie à risque intermédiaire. En dehors de ces situations, une ETT à titre systématique n'est pas recommandée avant une chirurgie non cardiaque. Un élément important à signaler, c'est que contrairement aux anciennes recommandations qui considéraient une ETT systématique avant les chirurgies à haut risque, dans ces nouvelles lignes directrices, il n'y a absolument pas d'échographie systématique, même si la chirurgie est à haut risque. Il faut pour la réaliser soit une faible capacité fonctionnelle, une élévation de biomarqueurs, un nouveau souffle ou la présence d'une suspicion de maladie cardiovasculaire. Après le TT, l'imagerie de stress, notamment l'échographie de stress, la scintigraphie myocardique, l'IRM de stress s'impose comme un outil important d'évaluation préopératoire. Il est recommandé en classe 1 avant une chirurgie à haut risque en cas de capacité fonctionnelle abaissée avec de fortes probabilités de maladie coronaire ou en cas de haut risque clinique selon l'indice du risque cardiaque révisé. Une nouvelle dans ces lignes directrices est la recommandation de l'imagerie de stress en classe 2A avant une chirurgie à haut risque chez les patients asymptomatiques avec capacité fonctionnelle abaissée et antécédents d'angioplastie coronaire ou de pontage aortocoronaire. À côté de l'ETT et de l'imagerie de stress, le coroscanner peut être envisagé pour éliminer une maladie coronaire chez des patients avec suspicion de syndrome coronaire chronique, de NSTMI à biomarqueurs négatifs ou en cas de probabilité clinique faible ou intermédiaire. Il est indiqué également chez les patients ne pouvant pas bénéficier d'une imagerie fonctionnelle avant une chirurgie non urgente à risque intermédiaire ou élevé. Et enfin, la coronarographie s'impose comme outil d'évaluation préopératoire invasif du risque cardiaque. Pour cela, il est recommandé de suivre les mêmes indications de coronarographie et de revascularisation myocardique avant une chirurgie que dans un contexte non opératoire. Une coronarographie préopératoire peut être discutée chez les patients avec une maladie coronaire chronique stable bénéficiant d'une endarrérectomie carotidienne programmée. Une coronarographie préopératoire n'est pas recommandée en cas de maladie coronaire chronique stable chez un patient bénéficiant d'une chirurgie à faible risque ou à risque intermédiaire. Abordons maintenant les stratégies générales de réduction des risques opératoires. Pour réduire les risques opératoires, les nouvelles recommandations mettent l'accent sur l'importance de la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire, la gestion du traitement médicamenteux, la gestion du traitement antithrombotique et pour la première fois dans ces lignes directrices, la thrombophylaxie périopératoire et la gestion de l'anémie et des pertes sanguines. Les lignes directrices de 2022 recommandent pour la première fois en classe 1 un contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire en préopératoire. Ce contrôle concerne la pression artérielle, la dyslipidémie et le diabète. Et pour la première fois, l'arrêt du tabac est mentionné dans les stratégies de réduction de risque avant une chirurgie. Les patients sont ainsi invités à arrêter de fumer au moins 4 semaines avant l'opération. Cette recommandation s'appuie sur les résultats de plusieurs études, notamment sur 13 essais randomisés contrôlés, portant sur 2000 participants, qui ont montré que le sevrage tabagique réduit de manière significative l'incidence de toute complication post-chirurgicale. Pour réduire le risque opératoire, la gestion des traitements médicamenteux s'impose. En premier lieu, le traitement bêta-bloquant, dont les recommandations n'ont pas changé par rapport à l'heure précédente. Ainsi, il est recommandé de continuer un traitement bêta-bloquant en période préopératoire chez les patients recevant déjà un bêta-bloquant. Par contre, l'initiation préopératoire d'un traitement bêta-bloquant peut avoir des effets néfastes, dont l'a prouvé plusieurs études, dont l'essai POISE 1, qui a recruté 8300 patients atteints ou à risque de maladie athéroscléreuse candidats à une chirurgie non cardiaque. L'initiation de métoprolol avant la chirurgie était associée à des réductions significatives des IDM, de revascularisation coronaire et de FA, mais au prix d'une augmentation de décès, toutes causes confondues, d'accidents vasculaires cérébraux et d'hypotension, chose qui explique le maintien d'un faible niveau de recommandation pour l'initiation d'un traitement bêta-bloquant qui ne peut être discuté que chez des patients ayant au moins 2 des facteurs suivants, maladie coronaire, maladie neurovasculaire, insuffisance rénale, diabète, ou chez les patients ayant une ischémie myocardique connue.
Après les bêta-bloquants, l'utilisation périopératoire de statine possède un effet bénéfique sur la mortalité, comme l'a objectivé une vaste cohorte comprenant 180 000 patients subissant une chirurgie non cardiaque et recevant une statine le jour ou le lendemain de l'intervention. La réduction de la mortalité, toutes causes confondues, était significative. Pour cela, il est recommandé de continuer le traitement par statine chez les patients déjà sous statine et d'initier, par contre, l'initiation doit être envisagée chez les patients ayant une indication à un traitement hypolipémiant. Quant aux inhibiteurs des systèmes rénine-angiotensine, leur arrêt doit être envisagé le jour de la chirurgie non cardiaque pour prévenir l'hypotension périopératoire. Chez les patients sans insuffisance cardiaque, pour les patients avec insuffisance cardiaque stable, la continuation du traitement par inhibiteur des systèmes rénine-angiotensine-aldostérone peut être envisagée, mais avec une dégradation du niveau de recommandation de 2A à 2B, vu le risque important d'hypotension sous inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone. Une nouvelle dans ces lignes directrices concerne le traitement diurétique dans l'hypertension artérielle qui doit être arrêtée le jour de la chirurgie non cardiaque. Ceci est expliqué par le risque de perturbation électrolytique et d'insuffisance rénale aiguë sous diurétique. Ces nouvelles recommandations abordent pour la première fois le traitement par inhibiteur SGLT2 qui doivent être arrêtés au moins 3 jours avant l'intervention à risque intermédiaire ou haut. Dans le cadre des stratégies générales de réduction du risque, la gestion du traitement antithrombotique est essentielle. Cette gestion doit se faire à la lumière de l'évaluation du risque ischémique et hémorragique. Le risque hémorragique dépend du type de la chirurgie, qui sont classés selon ces guidelines en chirurgie à risque hémorragique mineur, évoquant comme exemple la chirurgie du cataracte ou de glaucome et la chirurgie dentaire. Les chirurgies à risque hémorragique faible, telles que la chirurgie abdominale et la chirurgie mammaire. Et enfin, la chirurgie à haut risque de saignement, comme la chirurgie abdominale avec biopsie hépatique ou la chirurgie oncologique étendue. Le risque thrombotique chez le patient coronarien dépend du délai depuis la dernière angioplastie coronaire, plus l'angioplastie est récente, plus le risque thrombotique est élevé. Il dépend également du contexte de l'angioplastie et est-ce qu'elle est réalisée dans le cadre d'un syndrome coronaire aigu ou d'un syndrome coronaire chronique, et également de l'existence de facteurs de risque de thrombose de stent, notamment l'existence d'au moins un des éléments suivants: antécédent d'IDM récurrent, antécédent de thrombose de stent sous traitement anti-agrégant plaquetaire, réduction de la fraction d'éjection au-dessous de 40%, diabète mal contrôlé, insuffisance rénale sévère, hémodialyse, angioplastie complexe ou antécédent de malposition de stent ou de dissection de stent. Voici un graphique central qui récapitule la gestion de la double anti-agrégation plaquetaire avant une chirurgie non cardiaque. Cette gestion dépend de l'existence ou non d'un haut risque hémorragique lié à la chirurgie ou d'un haut risque thrombotique. Les patients qui ne courent pas un haut risque hémorragique peuvent avoir leur intervention chirurgicale sous double anti-agrégation plaquetaire. Il est recommandé chez les patients qui ont un haut risque hémorragique mais qui n'ont pas un haut risque thrombotique de continuer l'aspirine et d'interrompre les inhibiteurs de P2Y12 3 à 5 jours avant l'opération pour le ticagrelor, 5 jours pour le clopidogrel et 7 jours pour le prasugrel. Les patients qui ont un haut risque hémorragique associé à un haut risque thrombotique subissant une chirurgie qui ne peut pas être décalée doivent bénéficier d'un relais par les inhibiteurs de glycoprotéine de B3A ou par Grelor. Si la chirurgie est non urgente, on la décale. Ce décalage se fait avec des délais bien précis. Il est recommandé de décaler une chirurgie non urgente au moins 1 mois et au mieux 6 mois après une angioplastie coronaire programmée et la décaler au moins 3 mois et au mieux 12 mois après un syndrome coronaire aigu. Quant à la gestion périopératoire de l'aspirine, il est recommandé de continuer le traitement par aspirine en périopératoire chez les patients ayant un antécédent d'intervention coronaire percutanée si le risque hémorragique le permet. En dehors du contexte d'angioplastie, une continuation périopératoire d'aspirine peut être considérée, mais avec un faible niveau de recommandation sur une décision individuelle qui dépend du risque hémorragique périopératoire mis en balance avec le risque thrombotique. Une recommandation nouvelle introduite concerne la nécessité d'interrompre l'aspirine au moins 7 jours avant les chirurgies à haut risque hémorragique, comme la neurochirurgie intracrânienne, rachidienne ou la chirurgie oculaire vitro-rétinienne. Après avoir discuté la gestion du traitement anti-agrégant plaquetaire, arrivons maintenant au traitement anticoagulant.
si une chirurgie urgente est nécessaire, il est recommandé d'arrêter sans délai les anticoagulants oraux directs. L'idarisuzimab, qui est un antidote de dabigatran, doit être discuté chez les patients sous dabigatran, nécessitant une chirurgie urgente à risque hémorragique intermédiaire ou élevé. Si l'antidote spécifique n'est pas disponible, le concentré de complexe prothrombidique doit être considéré pour antagoniser l'effet de l'AOD. Toujours dans le contexte d'urgence, des tests spécifiques de coagulation et les dosages plasmatiques d'AOD doivent être considérés pour interpréter les tests de coagulation de routine et diminuer l'effet anticoagulant. En dehors de l'urgence, il est recommandé de gérer le traitement par AOD en fonction du risque de saignement, du type de l'AOD et de la fonction rénale. Cet algorithme explique la gestion périopératoire des AOD chez les patients à fonction rénale normale. Pour les chirurgies à risque mineur, l'intervention peut être réalisée sans interruption de l'AOD pour le rivaroxaban et l'édoxaban, ou avec un saut de la dose du soir pour le dabigatran à pixaban, avec une reprise de l'AOD 6 heures après l'intervention. Pour les chirurgies à risque hémorragique faible, les AOD doivent être arrêtés 24 heures avant l'intervention. Leur reprise doit se faire 24 heures après. Concernant les chirurgies à haut risque de saignement, l'interruption de l'AOD se fait 48 heures avant l'intervention et la reprise se fait après 48 heures ou 72 heures avec thrombophylaxie par dose préventive d'héparine. Après avoir mis le point sur la gestion périopératoire des AOD pour les interventions à risque hémorragique mineur, faible et haute, il faut signaler que pour les interventions à très haut risque hémorragique, comme la rachianesthésie et la péridurale, l'interruption des AOD doit se faire au moins 5 demi-vies avant la chirurgie, soit 3 jours pour le rivaroxaban et la pixaban et 4 à 5 jours pour le dabigatran. Et leur reprise au moins 24 heures après l'intervention doivent être envisagées. Selon ces guidelines, l'heure de la dernière dose d'AOD avant la chirurgie doit être décidée selon la fonction rénale. Pour le rivaroxaban et la pixaban, l'édoxaban, lorsque la chirurgie est à faible risque hémorragique, la dernière dose doit être prise au moins 24 heures avant l'intervention pour un DFG supérieur ou égal à 30 et au moins 36 heures pour un DFG entre 15 et 29 ml par minute. Quant aux chirurgies à haut risque de saignement, la dernière dose doit être prise au moins 48 heures avant l'intervention. Quant au dabigatran, l'heure de prise de la dernière dose est très influencée par le niveau de DFG, avec un délai d'arrêt allant d'un minimum de 24 heures et d'un maximum de 96 heures. Le relais périopératoire utilisant l'héparine ou l'HBPM est non recommandé, car ce relais est associé à un risque accru de saignement sans réduction des événements thromboemboliques, comme l'a démontré plusieurs études, dans une étude observationnelle analysant 860 interventions chirurgicales réalisées chez des patients traités par AOD au long cours, essentiellement le rivaroxaban, qui a montré que le relais périopératoire par héparine était lié à un risque accru d'hémorragie majeure sans réduction d'événements thromboemboliques. Cependant, ces recommandations évoquent très peu de circonstances dans lesquelles un relais par héparine peut être envisagé chez des patients à haut risque thromboembolique, notamment les patients ayant un événement thromboembolique récent et les patients qui ont subi un événement thromboembolique lors d'une précédente interruption d'AOD. Pour les patients porteurs de prothèses valvulaires cardiaques mécaniques subissant une chirurgie non cardiaque, un pontage par HNF ou par HBPM doit être envisagé si l'interruption de l'anticoagulation est nécessaire et que le patient présente une prothèse mécanique aortique associée à tout facteur de risque thromboembolique, une prothèse mécanique aortique d'ancienne génération ou un remplacement mécanique de la valve mitrale ou tricuspide. Toujours dans le cadre des stratégies générales de réduction du risque, les nouvelles recommandations introduisent pour la première fois la thrombophylaxie périopératoire comme stratégie de réduction de risque. Si une thrombophylaxie périopératoire est jugée nécessaire, il est recommandé de l'adapter selon le type de la chirurgie, la durée de l'immobilisation et les facteurs de risque liés aux patients. Pour les patients à risque hémorragique faible, une thromboprophylaxie de 14 jours doit être envisagée en cas de chirurgie du genou et 35 jours pour la chirurgie de la hanche. Des AOD à dose réduite peuvent être envisagés en alternative aux HBPM pour la thrombophylaxie post-opératoire de chirurgie de genou et de hanche. La dernière stratégie de réduction de risque nouvellement proposée par ces lignes directrices, c'est la gestion de l'anémie et des pertes sanguines périopératoires. Ces guidelines mettent l'accent
sur la majoration de la morbimortalité périopératoire induite par l'anémie, en se basant sur de nombreuses études. Dans une étude portant sur 200 000 patients subissant une chirurgie majeure, qui a montré que même une anémie légère augmentait considérablement le risque de morbimortalité dans tous les groupes d'âge. Pour cela, il est recommandé de mesurer l'hémoglobine en préopératoire d'une chirurgie à risque intermédiaire ou élevé. En cas d'anémie, il est recommandé de la traiter avant la chirurgie pour réduire le besoin en transfusion péropératoire. Quant à la gestion périopératoire des pertes sanguines, les nouvelles lignes directrices recommandent l'utilisation d'un dispositif d'autotransfusion péropératoire, Cell Saver, en cas de chirurgie avec perte sanguine attendue d'au moins 500 ml. Cette technique permet de récupérer le sang du patient durant l'intervention chirurgicale et à le transfuser au patient après lavage, filtration, pour ne garder que des globules rouges, permettant ainsi l'économie du sang homologue. En cas de chirurgie avec saignement majeur, l'administration d'acide tranexamique, qui est un agent antifibrinolytique, doit être envisagée. Passons maintenant aux principales situations spécifiques. Les patients atteints de maladies cardiovasculaires ont un risque accru de complications cardiovasculaires périopératoires. Évaluons la gestion périopératoire de la maladie coronaire. Et là, on est devant deux situations, le syndrome coronaire chronique et le syndrome coronaire aigu. Concernant le syndrome coronaire chronique, les nouvelles lignes directrices n'ont pas changé par rapport à leurs précédentes. La revascularisation myocardique prophylactique peut être considérée avec un faible niveau de recommandation avant une chirurgie élective à haut risque. Et elle est non recommandée pour la chirurgie à risque faible ou intermédiaire. Ce faible niveau de recommandation pour la revascularisation prophylactique dans le syndrome coronaire aigu chronique est en rapport avec les résultats de nombreuses études, dont l'essai CARP, qui a randomisé 510 patients atteints de syndrome coronaire chronique pour recevoir soit un traitement médical optimal, soit une revascularisation coronaire chirurgicale ou percutanée, avant une chirurgie vasculaire majeure. Les résultats de l'étude ne montrent pas de différence en termes d'IDM à 30 jours, ni en termes de mortalité entre les patients recevant une revascularisation coronarienne par rapport à ceux qui étaient médicalement traités. Comme nouveauté, les lignes directrices recommandent en cas d'indication d'angioplastie coronaire avant une chirurgie non cardiaque d'utiliser des stents actifs à élution médicamenteuse plutôt que des stents nus ou une angioplastie par ballonnet. Quant au syndrome coronaire aigu, il est recommandé de décaler si possible la chirurgie non cardiaque d'au moins 3 mois. Dans les rares cas où un anesthésie survient simultanément à une situation nécessitant une chirurgie urgente, la priorité pour la chirurgie doit être discutée au cas par l'équipe d'experts. Passons à l'insuffisance cardiaque, qui est un facteur de risque établi de mortalité post-opératoire. Dans une analyse récemment publiée dans le European Heart Journal, portant sur 20 millions d'hospitalisations pour chirurgie non cardiaque, l'insuffisance cardiaque était associée à une mortalité significativement plus élevée par rapport aux patients sans insuffisance cardiaque, 4,8 versus 0,75. Pour cela, les nouvelles lignes directrices, comme leurs précédentes, recommandent toujours une évaluation de la fonction VG par ETT et la réalisation de BNP, NT-proBNP avant les chirurgies à haut risque, en plus d'un traitement médical optimal de l'insuffisance cardiaque avant la chirurgie. Ce qui est nouveau, c'est la recommandation classe 1 d'une évaluation régulière en périopératoire du statut volimique et des signes de perfusion d'organes. Après la maladie coronaire et l'insuffisance cardiaque, les valvulopathies représentent une situation augmentant de façon significative les risques périopératoires. La question qui se pose est quand est-ce qu'on indique une intervention sur la valvulopathie avant une chirurgie programmée non cardiaque? Commençons par le rétrécissement aortique. Chez les patients avec rétrécissement aortique sévère, symptomatique, en attente d'une chirurgie programmée à risque intermédiaire ou élevé, un remplacement valvulaire aortique chirurgical ou percutané est recommandé en classe 1 avant la chirurgie. Chez les patients avec rétrécissement aortique sévère, cette fois-ci asymptomatique, en attente de chirurgie programmée à risque élevé, un remplacement valvulaire aortique chirurgical ou percutané doit être envisagé avant la chirurgie en recommandation classe 2A. La nouveauté est une dégradation de niveau de recommandation pour la valvuloplastie aortique par ballonnet, qui est recommandée chez les patients avec RAC symptomatique sévère si la chirurgie est non faisable, d'un niveau 2A dans les recommandations 2014 à un niveau 2B dans celle de 2022. Quant à l'insuffisance aortique, 3 paramètres sont fondamentaux pour indiquer une réparation valvulaire préopératoire: la sévérité de l'IA, le diamètre télédiastolique du VG, la FEVG.
Ainsi, les nouvelles lignes directrices introduisent une recommandation classe 1 pour la réalisation d'une chirurgie valvulaire avant une chirurgie non cardiaque programmée à risque intermédiaire ou élevé chez les patients avec insuffisance aortique sévère, symptomatique ou asymptomatique, avec un diamètre télédiastolique supérieur à 50, soit 25 mm par mètre au carré, ou une FEVG de repos inférieure ou égale à 50%. Chez les patients avec rétrécissement mitral, 3 paramètres sont essentiels: la sévérité du RM, l'existence de symptômes et les PAPS. Ainsi, les lignes directrices de 2022 recommandent une intervention valvulaire avant une chirurgie non cardiaque programmée à risque intermédiaire ou élevé chez les patients avec rétrécissement mitral modéré à sévère, symptomatique ou avec PAPS supérieur à 50 mm de mercure. Quant à l'insuffisance mitrale, l'attitude varie selon qu'elle est primaire ou secondaire. Chez les patients avec une insuffisance mitrale sévère primaire symptomatique ou asymptomatique avec un diamètre télédiastolique du VG supérieur ou égal à 40 et ou une FEVG inférieure ou égale à 60, une intervention valvulaire chirurgicale ou percutanée doit être envisagée avant une chirurgie non cardiaque à risque intermédiaire ou élevé. Pour les patients avec une insuffisance mitrale sévère, secondaire, restant symptomatique malgré un traitement médical bien conduit, une intervention valvulaire chirurgicale ou percutanée doit être envisagée avant une chirurgie non cardiaque à risque intermédiaire ou élevé, chez les patients présentant un risque procédural acceptable. Pour faciliter la réponse à notre question, quand est-ce qu'on indique une réparation valvulaire avant une chirurgie non cardiaque, je vous ai résumé les recommandations des différentes valvulopathies sur ce graphique. Ainsi, par exemple, en cas d'insuffisance aortique, une chirurgie valvulaire recommandée avant la chirurgie non cardiaque, si la chirurgie non cardiaque est à risque intermédiaire ou haut, l'insuffisance aortique est sévère, symptomatique ou pas, avec un diamètre télédiastolique supérieur à 50 ou à 25 mm par mètre au carré et une FEVG inférieure à 50. Après les valvulopathies, on évoque les arythmies qui représentent un fardeau important pour les patients subissant une chirurgie non cardiaque. Chez les patients avec une arythmie supraventriculaire contrôlée par les médicaments, il est recommandé de poursuivre les antiarythmétiques lors de la période périopératoire. Les nouvelles lignes directrices introduisent une recommandation de classe 2A qui recommande une ablation en cas d'arythmie supraventriculaire symptomatique persistante ou récurrente malgré un traitement médicamenteux optimal, avant une chirurgie non cardiaque non urgente à haut risque. Quant aux arythmies ventriculaires, une procédure d'ablation est recommandée avant une chirurgie non urgente chez les patients avec une tachycardie ventriculaire soutenue, monomorphe, symptomatique ou récurrente malgré un traitement médical optimal. Pour les extrasystoles ventriculaires asymptomatiques, il n'est pas recommandé d'initier un traitement pendant la période périopératoire. Et enfin, quant à la SHTAP, la nouveauté rapportée par ces lignes directrices est une recommandation classe 2A pour l'utilisation périopératoire des inodilatateurs comme la dobutamine, milrinone et le lévosimendan en fonction du statut hémodynamique du patient, afin d'augmenter le débit cardiaque et de réduire les résistances pulmonaires. En guise de conclusion, il faut retenir qu'il n'y a plus de score pour stratifier le risque des patients, mais plutôt un algorithme englobant l'âge, la présence ou non de facteurs de risque cardiovasculaire ou de maladies cardiovasculaires. Pas de TT systématique, indication bien précise. Place accrue du biomarqueur avec troponine avant la chirurgie à 24 heures et à 48 heures post-opératoire. Les bêta-bloquants et les statines sont à continuer en périopératoire. Les diurétiques, les inhibiteurs du système rénine-angiotensine et les inhibiteurs calciques sont à arrêter le jour de la chirurgie. Une prise en charge invasive des valvulopathies sévères avant une chirurgie non cardiaque. Les relais d'anticoagulants ne sont plus recommandés, hormis très haut risque ischémique et la présence de valves mécaniques. Et je vous remercie.